mais ne t'énerve pas. Oui, je m'énerve. On m'a dit que le terrain se trouvait derrière le stade du Standard, après la rue 3/4. Impossible de trouver cette foutue rue. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je cherche un balai aérien. On doit pas être bien loin quand même. C'était quoi ça? Je sais pas, on aurait dit un piaf. Regarde un peu. Je pense que c'est une carte. Oh, mais il y a des traces de pas. Oh, mais c'est une carte du maraudeur, ça. Il faut aller directement vers les traces de pas, à mon avis. Allez, on y va. Le Quidditch, comme vous le savez sans doute, c'est un sport fictif que l'on découvre dans la saga Harry Potter, où on y retrouve des sorciers qui, à l'aide de leur magie, chevauchent un balai pour pouvoir lancer des balles dans des buts en forme d'anneau. De la magie, oui. De la magie. C'est donc un sport qui ne peut pas exister dans notre monde de Moldu. C'est comme ça, il n'y a pas de magie. Heureusement, nous avons quand même l'un des plus grands pouvoirs qui existent, l'imagination. Et de l'imagination, il n'en a pas manqué à Xander Manchell et Alex Binepi, deux étudiants au collège de Middlebury, dans le Vermont, aux États-Unis. En dépourvoyant tous les aspects magiques du Quidditch d'Harry Potter, ils ont adapté ce sport désormais jouable dans le monde réel. L'aspect le plus marquant, ce sont bien entendu les balais qui sont cloués au sol. Bon, le balai reste entre les gens pour conserver l'essence originelle du sport, mais il devient désormais une contrainte de jeu. Sur les images que vous venez de visionner, vous avez déjà pu apercevoir des joueurs du club des Léviathans qui se situe à Liège, en Belgique. Et comme à mon habitude, je suis allé tester ce sport très intriguant directement au sein de ce club. Étrangement, lorsque je disais autour de moi que j'allais tester le Quidditch, je devais affronter des regards un petit peu dubitatifs. Un peu comme les joueurs d'ailleurs, lorsqu'ils évoquent leur sport, les gens réagissent interloqués en disant « Quoi ?» Il rigole. Il nous demande si les balais volent. Mais comment vous faites pour le vivre d'or? Eh bien, répondons à ces questions. Tout d'abord, analysons le terrain et ses particularités. Le terrain de Quidditch est un rectangle de 60 mètres sur 33 mètres, ce qui représente un peu plus de 2 terrains de basketball. On y distingue plusieurs zones, 2 zones centrales, 2 zones de gardiens qui sont représentées ici en bleu, et enfin 2 zones situées derrière les buts dans lesquelles les joueurs sont autorisés à s'y déplacer. Les buts se situent sur la ligne de but. Il s'agit de 3 piquets de taille variable surmontés par des anneaux. On retrouve 3 piquets et 3 anneaux de chaque côté du terrain. Et enfin, il y a une zone de pénalité où les joueurs se dirigent en cas de non-respect du règlement. Si vous êtes un aficionado d'Harry Potter, vous êtes peut-être en train de taper du poing sur la table en martelant « Oh, le terrain de Quidditch, il est ovale, hein? Il est nain rectangulaire !» Ah, effectivement. Mais dans le Quidditch, version Moldu, il est finalement devenu rectangulaire pour une simple raison, et je vais vous montrer pourquoi. Ok, prends un petit peu ces plots et dirige-toi vers le poteau là-bas. Tu poses un plot, tu fais 60 pas en ligne droite et puis tu poses ton deuxième plot. Toi pareil mais de l'autre côté, ok? Allez. Ok, prends un petit peu ces plots, hop, et tu vas au poteau là-bas. Attends, t'as oublié ta boussole, hein. Sans ça c'est plus compliqué de tracer le terrain. Une fois que t'es là au poteau, vas-y. Tu pars sur un azimut à 60 degrés, donc c'est à peu près nord-est-est, tu fais 9 pas. Une fois que c'est fait, tu pars sur 50 degrés nord-est, tu fais encore 9 pas. Et puis tu pars sur un azimut à 30 degrés, et fais encore 9 pas, tiens, ok? Ensuite, quand t'es là, tu fais 9 pas plein nord, une ligne droite, et puis tu refermes l'angle jusqu'à ce que tu rejoignes Robert, ok? Robert, justement, ben toi tu pars de là-bas, oublie pas ta boussole non plus, elle est là. Tu pars sur un azimut à 300 degrés nord-ouest-ouest. C'est bon, je pense que tout le monde a pigé. Bon, on est prêt à aller sur le terrain? Alors, debout! Oui, ben quoi, moi j'adore la magie, je trouve que le monde il est fade sans magie, alors je profite des effets de montage, voilà. Si vous vous sentez prêt à fouler le terrain, il va falloir que vous endossiez un rôle bien spécifique. Et ces rôles, c'est un petit peu ce qui rend ce sport complexe à comprendre lorsqu'on tente de le décoder seul en regardant un match sans explication. Je veux dire, allez, regardez cet extrait, vous y comprenez quelque chose, vous? Déjà, il y a 4 balles sur le terrain, on sait pas quoi regarder, ni ce qui se passe, mais dites-je, mais qu'est-ce qu'il faut de ces payes? Tout comme dans l'œuvre de J.K. Rowling, on y retrouve 4 rôles distincts qui sont reconnaissables par des bandeaux de couleurs différentes. Voici le premier qui est le plus facile à comprendre. Le poursuiveur est reconnaissable à son bandeau blanc. Ils sont au nombre de 3 par équipe et ils jouent avec une balle que l'on nomme le souffle.
Si vous voulez créer votre propre soifle, il suffit d'acheter une balle de volley et de la dégonfler pour pouvoir la manipuler à une main. C'est ce ballon qui permet de marquer des points lorsqu'il est lancé dans un des anneaux. Chaque ballon qui pénètre dans ces anneaux rapporte 10 points à l'équipe qui a mené l'attaque. Donc, les poursuiveurs se déplacent ou effectuent des passes entre eux jusqu'à pouvoir marquer, un peu comme au basketball en fait. Mais lorsque le ballon est en possession de l'équipe adverse, le poursuiveur tente de récupérer la balle par deux moyens. L'interception ou le tacle. Car oui, il est possible de tacler. À l'aide d'un seul bras, on peut enlacer l'adversaire de face, entre l'épaule et le genou, dans le but de le bloquer ou carrément de l'éjecter hors du terrain. Bref, un poursuiveur, ça marque des points, ça tacle et ça se fait tacler. Autre rôle. Il n'y a qu'un seul gardien par équipe sur le terrain. Il est reconnaissable à son bandeau vert. Comme vous l'avez sans doute déduit, il protège les buts de son équipe et peut également épauler les poursuiveurs pour aller marquer. Et à ce stade de la description, on peut légitimement se demander quelle est la différence entre le gardien de but et le poursuiveur, car celui-ci peut également défendre les buts. Mais il y a une petite nuance. Quand le gardien est dans sa zone, donc ici en bleu dans ce schéma, on ne peut ni le tacler, ni le biter. En bref, on ne peut pas l'immobiliser ou l'éliminer temporairement. Alors voilà, là on est entre nous, on est bien, on prend son temps, je vous explique les rôles petit à petit. Sauf que moi j'ai pas eu cette chance. À l'époque, on m'a expliqué les 4 rôles d'un coup et je commençais à tout mélanger, je ne savais plus qui faisait quoi. Un petit truc, le poursuiveur poursuit la balle, le gardien garde son but, et il y a mon petit préféré. Le batteur, quoi. Le batteur. Déjà, rien que le nom, ça t'annonce bien la couleur. Le noir, justement. Un bandeau noir. Et tu sais ce qu'il te lance à la tronche? Une balle qu'on appelle un cognard. Tu la sens la peur monter, là? C'est normal, mon enfant. Calme-toi. Calme-toi. Le rôle, il est simple. Ils se saisissent de l'un des 3 cognards qui sont sur le terrain. Et ils peuvent, à l'aide de celui-ci, éliminer temporairement un adversaire. Si un joueur est touché par un cognard, ou bité dans la version franglaise, il doit lâcher le soifle, s'il l'avait en main, descendre de son balai et retourner toucher l'un de ses buts. Ensuite, il réintègre instantanément le jeu. Il y a 2 batteurs par équipe sur le terrain. Et enfin, le 4e et dernier rôle, l'attrapeur. Alors celui-ci porte un bandeau jaune et il est chargé d'attraper le vif d'or. Si vous vous souvenez par rapport au film d'Harry Potter, le vif d'or c'est une petite boule jaune avec des ailes de colibri qui se déplace donc à vive allure en fond dans les airs. Vous la sentez la magie là, hein? Vous la sentez? Eh ben vous l'enlevez et ça donne ceci. Eh oui, c'est ce truc jaune qui pendouille scratché au short d'un arbitre, normalement tout de jaune vêtu. Souvent, il s'agit d'une chaussette avec une balle de tennis. Si jamais l'attrapeur parvient à l'arracher, il marque 30 points, et non pas 150 comme dans les livres, et surtout, le match s'achève. À vous donc de bien calculer, car admettons que votre équipe est menée de 40 points, mais que vous parvenez à attraper le vif d'or. Ben c'est une stratégie plutôt moisie en fait, car le match s'achève sur le score de 30 à 40 points, et donc vous avez perdu. Du coup, si votre équipe est en train de perdre avec plus de 30 points d'écart, vous allez défendre le porteur du vif d'or. Ici sur ces images, mon équipe est en train de gagner et je tente d'aller arracher le vif d'or pour mettre fin au match, tandis que l'attrapeur de l'équipe perdante tente de m'en empêcher. L'attrapeur ne peut ni tacler, ni agripper le porteur du vif d'or. En revanche, le porteur du vif d'or peut vous repousser et même piquer votre balai, ce qui le forcera à aller toucher l'un de ses buts et me laissera ainsi du temps face à face avec le vif d'or. Oh yes! On gagne! Le vif d'or n'entre en jeu qu'après 18 minutes de match, le temps pour les poursuiveurs et le gardien d'inscrire un maximum de points. Heureusement que le vif d'or n'est pas présent dès le début du match d'ailleurs. Bon les gars, on fait comme d'habitude, on rush direct vers le vif d'or, ok? Bromzel! Ok, le vif d'or est attrapé, le match est fini. Bon, normalement, là, vous avez toutes les cartes en main pour comprendre le déroulement d'un match de Quidditch. Je pourrais aussi vous parler du fait qu'il y a des cartons, mais tout à fait sincèrement, voilà, j'ai tapé le mot carton dans le règlement de Quidditch, et il apparaît 215 fois, j'ai lu les 50 premiers, et puis vraiment, j'ai eu la flemme, donc voilà, vous apprenez sur le terrain. L'un des aspects majeurs de ce sport, c'est également une forte inclusivité. Que vous soyez peu sportif ou très sportif, ce sport vous conviendra.
De plus, le Quidditch impose la présence de maximum 4 joueurs du même genre sur les 7 sur le terrain, donc 4 hommes ou 4 femmes, pas plus. Cette inclusivité est donc un point essentiel du Quidditch. Il y en a pas mal de gens qui ont repris le sport par le Quidditch en fait, qui ne pratiquaient plus une activité sportive, qui se sont dit ah c'est une activité fun, on va essayer, et puis qui sont restés. Et puis qui sont peut-être après 3-4 ans bien plus fit que ce qu'ils n'étaient en recommençant. Le plaisir, l'ambiance, aussi qu'on a Et la mixité aussi. Ouais, la mixité, ouais. Vraiment. Ça fait vraiment beaucoup de bien en fait. Malgré tout, il existe actuellement un problème avec ce quota maximum de genre sur le terrain. Je réalise cette vidéo en 2019, donc la situation va peut-être évoluer avec le temps, mais actuellement, d'un point de vue scientifique, il y a 2 sexes, XY pour les hommes et XX pour les femmes. Sauf que d'un point de vue un peu plus sociétal, on peut s'identifier en tant que genre du sexe opposé. Donc moi, qui suis scientifiquement un homme, donc XY, je peux tout à fait déclarer que je me sens plutôt du genre féminin et je serai comptabilisé comme une fille sur le terrain. Voilà, vous le voyez le problème là? Il explique mieux que moi. On demande aux gens, est-ce que tu veux jouer comme fille ou comme garçon? Et c'est eux qui décident. Et s'il se sent, par exemple moi j'ai un corps de fille et puis je dis non, moi je me sens comme garçon. Le Quidditch permet vraiment en fait d'aller dire non, je me déclare garçon parce que c'est ce que je ressens, ce que le reste de la société ne permet pas spécialement de faire. À l'inverse du sexe, le genre est autodéterminé. Voilà. Et le genre n'est pas non plus binaire. C'est ouvert à tout le panel d'autorisation des genres qu'il peut y avoir, parce que tout le monde ne rentre pas dans la case mâle ou Et les problèmes femelle. qui peuvent arriver à ce niveau-là, c'est que trop de personnes qui ont un corps de garçon, une force de garçon et une rapidité de garçon vont se déclarer soit non-binaires, soit filles, et que les coachs ou les gens qui gèrent les équipes vont les mettre sur le terrain plus souvent. Je pense que, et surtout depuis la dernière Coupe du Monde, il y a un hashtag qui s'appelait Player Females qui a été utilisé justement pour un peu contrer cette espèce de feeling-là. Parce que la règle du genre est très bien faite. Elle permet à des gens qui ne trouvent pas leur place dans le système binaire classique de la trouver. Il ne faut juste pas en abuser et pas la métagamer. Parce que se retrouver face à une équipe où il n'y a que des male bodies, C'est compliqué. parfois c'est un peu décourageant, quoi. Faut dire, ouais. Outre ce problème de genre, mes impressions sur le Quidditch sont franchement positives. Perso, je suis le type de sportif qui adore se surpasser physiquement dans l'intérêt d'une équipe, et je vous l'affirme, ce sport est très physique. Parce que tantôt, oui, ok, j'ai un peu fait le cake en disant que j'avais réussi à choper le vif d'or, mais après, impossible. On a donné le vif d'or à un gars qui s'appelle Sébastien, et comment vous dire, même au ralenti, il bouge. Pourtant, on était motivés, en mode guerrier. Et il a drainé toute notre énergie. Et c'est ça qui fait partie de la beauté du Quidditch au final. Vous êtes un homme, vous êtes une femme, pas de problème, allez-y, jouez ensemble. Vous aimez vous dépasser physiquement, allez-y, le Quidditch le permet. J'ai tellement fait personnellement de sprint que j'ai des courbatures pendant 4 jours, et c'est véridique. Et enfin, vous êtes presque obligé de jouer en symbiose avec vos coéquipiers parce que vous avez chacun un rôle, et si vous ne jouez pas ensemble, vous n'allez pas performer. C'est pas possible. Le dernier aspect dont je n'ai pas encore parlé, c'est le côté stratégique de ce sport. Alors je vous le dis direct, je ne dévoilerai pas les stratégies des Léviathans. Par honneur, par respect, et parce que je les connais pas. Bref, blague pourrie, si vous comptez essayer le Quidditch, voici l'erreur de débutant. Moi, à la base, je suis basketteur et j'ai pour réflexe de donner le ballon à la personne qui est seule, surtout quand on fait le jeu des 10 passes. Là, par exemple, j'ai le soifle et le cognard est là. Je n'avais pas fait attention et bité. Mais avec le temps, on développe la faculté de regarder où se trouve le cognard. En témoigne cette action, par exemple, j'avais repéré le cognard avant de recevoir la passe, d'où cette frappe salvatrice de la paume. Bon, mis à part cette stratégie de base qui est d'éviter les cognards adverses, il existe une multitude de tactiques permettant des attaques explosives, des placements défensifs infranchissables ou des retours méthodiques en zone arrière. Si vous voulez en savoir plus, vous vous renseignerez auprès de votre entraîneur de Quidditch. Bon, c'est pas tout ça, mais il commence à se faire tard et j'ai une folle envie de recommencer l'entraînement en fait. Maintenant que j'ai tout compris, j'ai envie de refaire cet entraînement et d'être beaucoup plus efficace. Mais l'entraînement, c'est dans 4 jours. Et pour quelqu'un d'impatient comme moi, il est parfois plus facile de revenir dans le passé que d'attendre le futur. On est parti.
Léviathan,